La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Ça se fait sur Urban FM 104.5, la station urbaine, c'est l'actualité internationale, Jean-Paul. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? ça va, ça va. Il y a la forme ce matin? Oui, à la forme. D'accord. On revient sur quoi alors? Alors ce matin, nous allons nous intéresser à une affaire qui attise les tensions entre l'Union européenne et la Russie. C'est l'affaire, on peut l'appeler l'affaire Navalny, du nom du plus farouche opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui a été admis depuis le 22 août dernier dans un hôpital de Berlin, en Allemagne, suite à ce que les médecins allemands soupçonnent comme étant une tentative d'empoisonnement. Alors, pour revenir au fait, le 20 août dernier, Alexei Navalny était à Tomsk, c'est une ville au nord de la Sibérie, en Russie, où il animait une conférence de presse dans laquelle, bien entendu, il critiquait une fois de plus la corruption qui, selon lui, touche au plus haut niveau l'élite russe et particulièrement l'entourage de Vladimir Poutine. Alors, depuis plusieurs années, Alexei Navalny, qui est un avocat russe, qui est également un blogueur très célèbre, ne cesse régulièrement de dégratiner Vladimir Poutine et son régime de manière générale, qu'il accuse d'être un régime autocratique et gangréné par la corruption. Et donc, depuis cela, depuis ces différentes positions lui valent régulièrement des arrestations, de courts séjours en prison. La fondation qu'il a créée, qui s'appelle le Fonds pour la lutte contre la corruption, est régulièrement le siège des attaques de la part de la police, de la part des services de renseignement qui viennent perquisitionner, qui viennent interpeller parfois les gens qui y travaillent. Et donc, même si officiellement Vladimir Poutine n'a jamais considéré publiquement, du moins, Alexei Navalny comme étant une menace pour son régime, néanmoins, régulièrement, la police continue d'harceler, selon les Occidentaux et selon les dires même d'Alexei Navalny, ses activités et sa personne, des fois sur le plan physique. Alors, le 20 août dernier, après avoir animé sa conférence à Tomsk, il devait prendre un vol pour se rendre directement à Moscou et à l'aéroport, selon les dires de ses proches, en attendant de prendre son vol, il aurait bu un verre de café. Et c'est là où, évidemment, les versions diffèrent. Alors, pour les proches d'Alexei Navalny, c'est durant le vol de retour qui devait l'amener à Moscou qu'il a commencé à se sentir très mal, donc à avoir des malaises. Et donc le pilote de l'avion a dû détourner son vol pour atterrir dans la ville de Omsk, qui est une ville qui est située à environ 200 km de là. Et donc il a dû atterrir en urgence et il a été accueilli par les médecins de l'hôpital de Omsk. Et là, les médecins ont évidemment constaté que Alexei Navalny allait très très mal. Et donc, pour éviter que le poison, disons la substance qu'il a ingérée, ne commette plus de dégâts, ils l'ont plongé dans un coma artificiel. Et donc, par la suite, les proches d'Alexei Navalny ont estimé que durant tout son séjour, il se sentait très bien jusqu'au moment où il a pris ce fameux verre de café à l'aéroport de Tomsk. Et donc là, ils ont immédiatement accusé les autorités russes d'avoir tenté de l'empoisonner. Et donc, les chancelleries occidentales, en tête desquelles l'Allemagne et la France, ont aussitôt demandé à la Russie la possibilité donc de prendre en charge Alexei Navalny, puisqu'ils estimaient que en Russie, sa sécurité n'était plus garantie et donc sa vie était véritablement menacée. Donc les autorités russes ont de bonne foi accordé le fait que Alexei Navalny puisse être transféré dans un autre hôpital d'un autre pays. Et donc, c'est ainsi que le 22 août dernier, il a été transporté via un avion médicalisé à Berlin. Et là, maintenant, évidemment, les choses
se corse un peu plus dans les relations, disons dans l'appréciation de la situation d'Alexei Navalny. Pour les Russes, il s'agit peut-être d'un accident dû à le fait que Alexei Navalny ait ingéré une substance dont évidemment il est certainement allergique, et donc pour eux il n'y a pas de raison de dire qu'il y a eu une tentative d'empoisonnement. Les autorités berlinoises disent elles se baser sur les éléments fournis par les médecins qui ont suivi Alexei Navalny à partir de son arrivée le 22 août dernier. Ils estiment que celui-ci aurait ingéré une substance chimique qui fait partie de la famille des cholinestérases. Alors les cholinestérases, ce sont des agents chimiques extrêmement dangereux que l'on utilise notamment pour la fabrication d'armes chimiques très dangereuses comme le gaz sarin, le VX ou encore le célèbre poison, le Novichok. Et donc pour eux, il ne faut pas aussi oublier qu'en 2018, un autre opposant à Vladimir Poutine, Sergei Skripal, est mort en 2018 en Angleterre après avoir, semble-t-il, été exposé à cet agent chimique-là. Et les autorités britanniques n'avaient cessé d'accuser la Russie d'être à l'origine de cette mort-là parce que, évidemment, c'est un agent qui est très dangereux, qui est très rare. Et on sait que les Russes, ce sont les Russes qui ont inventé cette arme-là et ce sont les Russes qui officiellement détiendraient les quelques rares quantités de cette arme-là existantes au monde. Donc pour eux, pour les Britanniques, la mort de Sergei Skripal ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est évidemment une mort qui a été organisée par le Kremlin. Et donc pour eux, pour les officiels allemands, le fait que l'on retrouve des traces de cholinestérase dans l'estomac d'Alexei Navalny prouve à suffisance que c'est bien et bien une tentative d'empoisonnement de la part des autorités russes qui voulaient évidemment continuer à se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet opposant particulièrement encombrant sur les réseaux sociaux. Pour les autorités russes, ce n'est absolument pas cela, puisque malgré le fait que la France et l'Allemagne aient demandé aux Russes d'ouvrir une enquête officielle pour essayer de définir, d'élucider les circonstances exactes dans lesquelles Alexei Navalny aurait pu entrer en contact avec cette substance, pour les Russes, il n'y a pas de raison d'ouvrir une enquête. Tout au plus, ils ont décidé d'ouvrir, pas des enquêtes, mais une forme d'identification. C'est-à-dire qu'ils sont repartis, ils ont refait le tour des différents lieux dans lesquels Alexei Navalny était dans la ville de Tomsk, et y compris au fameux café de l'hôpital, de l'aéroport, où il aurait ingéré cette fameuse substance. Et donc pour eux, ils considèrent qu'après l'analyse de tous les faits, après avoir fait le tour des différents sites dans lesquels il était, et après avoir également analysé les fragments ou le fameux café dans lequel il aurait ingéré cette substance, ils ont estimé qu'il n'y avait aucune trace prouvant que Alexei Navalny aurait été victime d'une tentative d'empoisonnement. Et donc à ce titre, il n'y a pas donc lieu de penser qu'il y a eu une tentative d'atteinte à sa vie et donc d'ouvrir une enquête. Et donc c'est à ce niveau-là que l'on se trouve. D'un côté, les autorités russes pour le moment restent arc-boutés sur leur position, considérant que Alexei Navalny n'a pas été empoisonné et donc n'a pas été victime d'une tentative d'assassinat. Il est tout au plus victime une fois de plus, comme c'était le cas en 2018 alors qu'il séjournait à la suite d'une courte condamnation de peine de prison. Il a été pris par si tu veux, le fait que le haut de son corps était soudainement rempli d'abcès, et donc Alexei Navalny avait accusé les autorités pénitentiaires de lui avoir donné un poison. Celles-ci ont plutôt rétorqué qu'il avait une fois de plus son corps avait été exposé à une substance dont il était allergique, et c'est cette allergie-là qui a causé l'apparition de ces abcès qu'il avait sur le haut du corps. En 2017, un an plus tôt, il avait été aspergé aux yeux par un produit aseptisant à la sortie des bureaux de sa fondation. Il avait dû être aveuglé durant quelques jours, mais fort heureusement pour lui, il avait pu s'en sortir. Donc pour Alexei Navalny, solide, le gars, là. Oui, ce n'est pas la première fois qu'il estime qu'on s'imprègne physiquement à lui, et donc cet empoisonnement-là, pour ses proches, constitue la preuve évidente que Moscou a de moins en moins de mal à accepter les activités d'Alexei Navalny, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur la scène politique.
politique russe parce il reste aujourd'hui l'un des derniers à être l'un des plus farouches opposants au régime de Vladimir Poutine. Jean-Paul, le procès de Charlie Hebdo, c'est aujourd'hui que ça commence. Oui, le procès de Charlie Hebdo, c'est aujourd'hui que ça commence. Maintenant, évidemment, il ne s'agira pas d'écouter les survivants. Il s'agira d'abord de voir l'ensemble des preuves matérielles qui avaient été accumulées depuis le jour de l'attentat jusqu'à ce jour par les différents enquêteurs. C'est un procès qui va prendre énormément de temps parce qu'il faudra d'abord essayer de comprendre les circonstances de cet attentat-là, définir les auteurs directs et indirects. On sait que les frères Kouachi sont ceux qui ont été à l'origine de cette mort-là, mais on estime que ces derniers avaient été instrumentalisés par un certain nombre de personnalités, et ce sont ces personnalités-là, dont certains ont été interpellés, qui passeront à la barre et dont on essaiera d'évaluer le degré de responsabilité. Alors ce n'est pas l'attentat de Charlie Hebdo, c'était pas le premier attentat qui avait été fait en France au milieu des années 90, alors que l'Algérie traversait la guerre civile. On avait le groupe islamique armé, qui était un groupe terroriste algérien qui avait des branches en France, qui avait aussi organisé des attentats. Mais celui-là est sans conteste celui qui est véritablement, qui a été spectaculaire, puisqu'il s'en était pris à un journal satirique qui était très célèbre en France, et cet attentat aussi avait véritablement choqué la communauté internationale, même si, personnellement, je pense qu'on a un peu fait du deux poids deux mesures, parce que depuis Charlie Hebdo, il y a eu aussi des attentats terroristes en Afrique, et on n'a jamais vu un tel élan de solidarité, un tel élan d'empathie de la part des Occidentaux lorsqu'il y a des attentats en Afrique. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu l'attentat de Garissa, où il y avait eu 140 personnes qui avaient été tuées au Kenya dans une université par des terroristes qui revenaient de Somalie, et on n'avait pas vu un élan de solidarité, même de la part des chefs d'État africains à l'égard de leur homologue kenyan. Et par contre, 12 personnes avaient été tuées au Charlie Hebdo, et je pense que l'ensemble des chefs d'État africains, francophones, à l'exception peut-être du Rwanda, si je ne me trompe, avaient fait le déplacement pour Paris pour aller soutenir évidemment François Hollande. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais néanmoins, ce qui va être intéressant ici de comprendre dans ce procès, c'est essayer de voir toute la mécanique déjà qui a entraîné ces deux jeunes gens-là, les frères Kouachi, à commettre leurs attentats, et surtout à essayer de connaître quels en sont les responsables du point de vue de l'organisation, de la fourniture des armes et de l'endoctrinement, notamment au niveau de l'étranger. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait sur l'actualité internationale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager. C'est un moment de musique avec nous. On va faire un tour en musique et on se retrouve juste derrière. That fresh morning.